Conférence, archéologie, nature. Bonjour, selon la formule rituelle, heureux de vous retrouver pour la dernière fois. Donc, comme vous le savez, c'est ma dernière année dans ce collège, au bout de 25 ans. Ça fait une paye, oui, effectivement. Et ces dernières années se passent souvent de façon très, très différente. Il y a certains de mes collègues qui faisaient comme si ce n'était pas leur dernière année. Il y en a d'autres qui font une dernière année d'ordre, je dirais, testamentaire. Et il y en a certains qui font une leçon sépulcrale au moment de partir. Bon. Alors, moi, j'ai refusé tout ça. Et comme vous avez vu avec le programme, j'ai tenté d'organiser les choses autrement. C'est-à-dire, en 25 ans, évidemment, nous avons, enfin, je dis nous, mais c'est vrai qu'il y en a parmi les fidèles qui ont dû me suivre depuis le début. Nous avons couvert un assez large spectre, depuis des questions de méthode, jusqu'en chronologie, depuis l'âge du fer jusqu'à l'Antiquité tardive. Non seulement mes cours, mais aussi plus d'une centaine, ou à peu près une centaine, de gens qui sont venus faire des séminaires ici. Alors, ce que je voudrais faire cette année, c'est essayer de balayer un petit peu le spectre, à la fois méthodologique et chronologique, en faisant venir un ou deux collègues, l'un de la génération qui m'a succédé, et éventuellement, comme on dit, un petit jeune ou une petite jeune. Oui, si vous êtes bien concerné. Allez. Et de voir avec eux, alors donc moi-même présenterai un petit peu ce que j'ai senti, ce que j'ai ressenti pendant ces 25 ans, puis où en sont aujourd'hui, disons, les recherches, est-ce que ça a un petit peu changé, et puis qu'est-ce qu'on pense pour l'avenir. Voilà un petit peu comment j'organiserai les choses. Donc, en deux mots, aujourd'hui, nous allons parler de problèmes d'historiographie. Je vais y revenir dans un instant. La semaine prochaine, c'est Patrick Tollard qui était venu vous parler de son grand chantier de Murviel, l'Est-Montpellier, il y a 2 ans, et qui a accueilli le Tour de France chez lui, l'étape contre la montre, messieurs, dames. Bon. Qui viendra nous parler, non pas du Tour de France, ni des cycles de l'archéologie, mais de textes et archéologie. Il sera inévitable que nous retrouvions notre ami Strabon ou nos amis Tite-Live et bien d'autres. Avec Stéphane Verger, le 19 octobre, Stéphane Verger était venu aussi parler des tombes princières de l'âge du fer, mais il y a bien longtemps, quand il était tout jeune. Nous allons parler de la proto-histoire ancienne, du premier âge du fer et des relectures qui sont possibles grâce à un autre regard, et notamment grâce, je dirais, au regard anthropologique, structure d'une société, etc., telles que les tombes peuvent les manifester. Avec Dominique Garcia, qui était venu nous parler de Latte, lorsqu'il dirigeait ses fouilles, il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, on reviendra sur une des questions que j'avais abordées parmi les premières. L'hellénisation du Midi, qui était la tarte à la crème aux alentours des années 1980, et vis-à-vis de laquelle on a exprimé plus que des doutes. Donc ce sera les Gaulois du Midi, hellénisés, acculturés, celtisés, bref. Avec Mathieu Pou,
qui lui aussi est venu il n'y a pas tellement longtemps, nous parler de ses fouilles de Coran, on envisagera le problème large qui est celui de la fin de la protohistoire et du début de la romanisation. Vous avez bien vu que tout a changé de ce point de vue-là, qu'on connaît maintenant tous les liens qui ont pu unir les grandes aristocraties gauloises du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, avec Rome, avec la Grèce. Des phénomènes tout à fait incroyables ont été mis en lumière, ne serait-ce que le forum de Bibracte à l'époque césarienne, des choses comme ça. Donc il faut que nous revenions sur toutes ces questions. Avec Laurence Tranois, elle aussi était venue nous parler il n'y a pas longtemps, nous allons évoquer, parce qu'elle a sorti un livre tout à fait intéressant, de nouvelles visions du monde gallo-romain. C'est-à-dire qu'on s'échappe un peu aux villes pour aller vers les campagnes, qu'on s'échappe aux chapiteaux pour plutôt voir du côté de l'environnement. Enfin bref, l'élevage. Il y a toutes sortes de choses qui viennent comme ça nous interpeller. Où est-ce qu'on en est? Ça a changé très vite et en peu de temps. Jean-Pierre Brun, qui est le directeur du centre Jean-Bérard de Naples, viendra nous parler de technologie et d'économie. Et effectivement, ce sont un certain nombre de découvertes comme des moulins hydrauliques, beaucoup plus répandus en Gaule et dans les pays voisins qu'on ne le pensait, mais aussi des recherches sur le garum, sur l'alun, sur la viticulture, sur l'oléiculture, qui ont profondément transformé la vision qu'on pouvait avoir il y a 20 ans et même encore 15 ans. Alain Bouet était venu l'année dernière avec Florence Saragossa, vous vous rappelez, nous parler des termes de Lutèce, des termes du collège, des termes de Cluny, des plus grandes latrines romaines du monde dont nous disposons ici. Mais ce que je lui ai demandé de faire, c'est de s'évader un peu de l'analyse architecturale pour nous en montrer une nouvelle vision, là aussi relativement neuve, relativement puissante, qui est une vision sociologique. Pas l'architecture pour elle-même, mais l'architecture telle qu'elle sert, telle qu'on s'en sert. Et nous finirons avec Paul Van Ossel, lui aussi un de mes invités, 2 fois, qui viendra parler de l'Antiquité tardive et notamment de la vision totalement transformée entre le catastrophisme, le monde barbare qui vient tout détruire, les campagnes dévastées, les villes en ruine, et puis ce qu'aujourd'hui, d'après un certain nombre de fouilles, on peut savoir. Voilà le bilan. Alors, pour ne pas vous faire de fausses joies, je terminerai par, non pas ici, mais je terminerai par une petite table ronde sur la notion d'antiquité nationale, mais c'est une table ronde qui ne fonctionnera pour des raisons d'ailleurs pratiques, sinon on ne s'en sortirait pas, qu'avec un certain nombre de collègues, mais elle sera diffusée sur le net. Donc vous pourrez la voir à partir du mois de décembre, mais elle ne sera pas publiée. Alors, on va commencer par renaissance de l'historiographie, point d'interrogation. Alors vous savez que vous vous rappelez, que j'ai consacré plusieurs années de cours à ces problèmes. On a parlé ensemble d'abord de la création de la notion de Gaule, de ce que ça voulait dire par rapport à celtique, les Celtes par rapport aux Gaulois, les textes grecs, les textes latins, je ne reviens pas là-dessus. Après quoi, nous étions passés vers le Moyen-Âge, les grandes chroniques du 8e, du 9e siècle, qui fortifiaient, évidemment, dans la lignée de la pensée, entre guillemets, des rois francs, qui fortifiaient la légende troyenne,
et qui attribuait à ces Sicambriens une antiquité qui les rendait proches des origines, proches de Noé. Et puis nous avions montré comment, à la fin du XVe siècle, vers 1480-90, un personnage tout à fait étrange, un moine qui s'appelait Annius de Viterbe, avait fait croire que dans le port de Gênes, un soir, dans un estaminet, comme nous dirions, il était tombé sur 3 moines arméniens qui débarquaient et qui trimballaient avec eux des manuscrits. Et ces manuscrits, il avait réussi à se les faire confier, ou il les avait achetés, et il comprenait des œuvres extraordinaires, des passages de Manéthon, celui qui avait fait la généalogie des pharaons égyptiens, de Caton l'Ancien, une œuvre perdue, et surtout du fameux Bérose. Bérose, ce personnage qu'on connaît par les textes antiques, par Plutarque et par bien d'autres, et qui, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avait rédigé une histoire de la Babylonie, mais qui remontait aux origines, qui remontait à la création du monde. Et donc, cet Annius de Viterbe, Giovanni Nanni, va traduire, dit-il, le texte de Bérose, et Bérose indique que Noé a partagé, après le déluge, et en étant revenu, a partagé le monde entre ses 3 fils, que l'un des 3 avait reçu l'Europe, et que son propre fils avait gouverné la Gaule, et que c'est bien après que les Troyens arriveraient sur Terre. Autrement dit, qu'il y avait une prééminence chronologique, au moins, des Gaulois sur les Italiens et sur tous les autres peuples. Et Bérose cette traduction de Bérose a rendu le monde savant absolument stupéfait et avec des conséquences politiques. Alors des gens comme le maire de Belge, puis la première génération des poètes de la Pléiade, et puis bien d'autres, Ramuse, etc., se sont penchés sur Bérose, et François Ier en a tiré la conclusion, avec peut-être l'aide de Guillaume Postel, un des lecteurs royaux qui étaient ici, que la Gaule avait une espèce de vocation à diriger le monde occidental, que donc, par exemple, les guerres d'Italie étaient parfaitement justifiées. Bon, on s'est aperçu, il a fallu 50 ans pour que la supercherie fût dévoilée, qu'on s'aperçoive que Giovanni Nanni, mais qui avait été emporté par une espèce de rêve, comme quoi il fallait que le monde occidental se réconcilie. Donc Giovanni Nanni avait tout inventé, qu'il n'y avait pas un mot de vrai dans tout ça. Peu importe, les guerres de religion arrivent par là-dessus, puis la monarchie absolue, et la légende troyenne reprend le dessus, ou plus exactement, l'historiographie, à quelques exceptions près, au XVIIIe siècle avec Don Martin, avec un peu l'encyclopédie. Bon, l'historiographie joue un rôle très faible. Alors, nous avions aussi vu comment tout ça avait rené au XIXe siècle avec des gens comme Amédée Thierry, le relais d'Henri Martin, les résistances de Michelet et de Fustel de Coulanges, et puis Napoléon III, et puis la guerre de 70, et puis le rôle hallucinant que pouvaient jouer ces querelles qui remontent à Jules César. On se balançait de part et d'autre du Rhin des phrases de César. César a dit que nous, les Gaulois, nous étions assimilables, c'est-à-dire nous, les Français, alors que les Germains étaient des animaux pratiquement sauvages. Oui, mais nous, on est les vrais, et vous, des collabos, etc. Mais même des savants se sont lancés dans ce genre de polémique. Bon, vous vous rappelez qu'on y avait passé pas mal de temps. On avait parlé aussi de Vercingétorix, premier héros national, et de la manière dont il a compté. Donc les cours ont été souvent consacrés à ces questions. En revanche, sur la presque centaine de séminaires, il n'y en a eu que 3.
On a eu Patrick Perrin, qui est au musée de l'archéologie nationale. Je vous présenterai tous les deux tout à l'heure. Je réserve le suspense. Qui était venu nous parler de Clovis, l'archéologie, l'histoire, le mythe. Puis j'avais invité Suzanne Citron. Vous vous rappelez, la petite dame qui a bien 80 ans, sinon plus maintenant, et qui a publié plusieurs livres sur l'histoire de France et ses mythes. C'était en 2002. Pour le reste, bon, à l'occasion de telle ou telle fouille, on a pu évoquer les problèmes d'historiographie ou des problèmes de querelles historiographiques. Évidemment, Michel Rédé en a parlé lorsqu'il est venu nous raconter ses fouilles d'Alésia. Donc, la conclusion, c'est que pendant longtemps, ces questions-là, non seulement n'ont pas été à l'ordre du jour dans notre milieu, mais au contraire étaient un peu refusées, brûlaient un peu les doigts. Alors, on peut comprendre que l'archéologue cherche à accumuler des données plutôt qu'à se lancer dans ce genre de discussion théorique, mais je crois qu'il y a davantage. C'est-à-dire que des traumatismes sont en train de disparaître, Dieu merci, ou ont disparu avec les générations les plus jeunes, mais qui ont longtemps obéré les études, non seulement les guerres mondiales, le conflit franco-allemand, des oppositions avec l'Italie, et puis également tous les problèmes liés à la colonisation ou à la décolonisation. Et ces problèmes-là, s'ils sont en train, grâce à l'Europe en partie, grâce aussi à un climat un peu plus serein, de s'atténuer chez nous, il n'est pas sûr qu'ils s'atténuent partout. Nous avons des exemples d'anciens de nos colonisés qui non seulement se retournent vers le colonisateur qui fut le colonisateur récent, mais aussi vers des colonisateurs beaucoup plus anciens. Et on voit des démarches, par exemple, je sais pas, en Afrique du Nord, qui, je ne dirais pas mettre dans le même sac, mais pas loin, les Français et les Romains. Toutes sortes de problèmes existent comme ça. Les Grecs, allez voir un musée grec qui donne une vraie image de l'occupation turque et de ce qui s'est passé à cette époque. Elle a duré des siècles. Là aussi, totalement occulté. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Ça montre que l'historiographie, c'est pas seulement l'histoire de l'histoire. Hein, c'est pas quelque chose dont on se détache et dont on parle comme ça sereinement, mais c'est au contraire quelque chose qui est à la racine de toutes sortes de conduites, voire de certitudes qui peuvent être encore ancrées en nous. Bon, la Gaule, c'est la France. La Gaule, c'est la France, ou la France, c'est la Gaule. Ce mot d'ordre a régné longtemps. On le retrouve dans le testament de Richelieu, enfin on le retrouve bien avant, on le retrouve au XVe siècle, au XVIe siècle. Le testament de Richelieu, la France doit retrouver ses frontières naturelles qui sont celles de la Gaule. Le thème des frontières naturelles, vous savez aussi combien il a traversé notre histoire, est évoqué à je ne sais combien d'occasions, y compris pour défendre des annexions ou des conquêtes. Donc tout cela est très sensible. Et c'est vrai qu'il faut une espèce de travail relativement fort pour qu'une génération, disons, arrive à s'engager dans ce réexamen. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'idées ou plus d'idées d'œuvre qu'on se lance dans l'historiographie. Au contraire, il faut être prêt à affronter de très très nombreuses difficultés. Alors, donc j'ai demandé à mes deux invités de vous parler. Donc, Laurent Olivier, il est déjà venu il y a quelques années vous parler de ses recherches sur les mines de sel en Lorraine, c'était il y a 3 ans, ou il y a 4 ans. Il est conservateur chargé de l'âge du fer
au musée, à l'ancien musée des Antiquités nationales qu'on appelle, mais je m'y fais pas, le musée de l'archéologie nationale. Hein, c'est bien ça. Et il va vous dire dans un instant de quoi il va vous parler. Sarah est à terre, bon, c'est un nom, disons, assistante au Collège de France. Elle vient de finir une thèse, qui est une thèse précisément d'historiographie. Les deux sujets sont tout à fait étrangers l'un à l'autre, bon, même s'ils se recoupent forcément, peut-être par la méthode. On va les écouter, et puis après, on engagera tous ensemble un débat. Alors, la parole est à Laurent.